bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet dont vous m'avez beaucoup questionné sur les réseaux sociaux. Il s'agit de mon parcours d'entrepreneur et surtout d'auto-entrepreneur. Ce que je vous propose de faire, comme c'est un sujet qui est assez focus avec plein de détails, c'est qu'on va le découper en 3 parties. Premièrement, je vais vous expliquer les principes de base pour pouvoir lancer son entreprise en auto-entrepreneur. Puis, je vais vous raconter mon histoire à moi. Et pour terminer, on va passer à vos questions parce que je vous ai demandé de me poser des questions sur les réseaux sociaux. Notamment tout au long de la vidéo, je vous invite à poser vos questions en commentaire si jamais il y a des questions où je ne réponds pas. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que moi j'ai créé mon entreprise en 2016, du coup ça date et il y a plein de choses qui ont été modifiées depuis. Et il y a plein de choses sur lesquelles je n'aurai probablement pas de réponse. Donc si jamais vous voulez vous lancer votre boîte tout court, je vous invite à aller vous renseigner sur internet et à aller voir les entreprises qui pourront vous aider au mieux. À savoir, quand on veut lancer une auto-entreprise, c'est que l'on peut cumuler plusieurs statuts. C'est-à-dire que vous pouvez être retraité et auto-entrepreneur, vous pouvez être étudiant et auto-entrepreneur, vous pouvez être salarié et auto-entrepreneur. Bref, le but c'est de cumuler les activités et de pouvoir cumuler les revenus. Quand on est auto-entrepreneur, là je ne parle pas de créer une entreprise en général. Il y a des plafonds de chiffre d'affaires à respecter. Il y a des obligations à connaître avant de vouloir se lancer dans l'auto-entreprise. Tu dois obligatoirement déclarer ton chiffre d'affaires, même s'il est de 0. Tu dois avoir notamment un compte bancaire dédié. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme tu es tout seul dans ton entreprise, niveau assurance, c'est ta responsabilité personnelle qui est engagée. Et ensuite, les cotisations, parce que bien sûr, quand tu as une entreprise, tu cotises et tu déclares un chiffre d'affaires à l'État. Elle est en fonction de l'activité. Petite précision sur le statut aussi. Quand tu es auto-entrepreneur, tu as accès à 3 statuts différents. C'est commercial, tu es rattaché à la chambre des commerces et industries, artisanal, c'est la chambre des métiers de l'artisanat, et il y a les professions libérales. De mon côté, comme je suis photographe et que j'ai le diplôme de CAP, ma catégorie c'était de toute façon l'artisanat. Voilà, pour vous expliquer un petit peu, ça c'était les grandes lignes de l'auto-entreprise. On est bien d'accord qu'à partir du moment où tu veux lancer une boîte, une SAS, une SAU, il y a plein de démarches qui sont différentes. Donc là, moi, je vais vraiment parler que de l'auto-entreprise. On va faire un petit retour en arrière parce qu'en fait, c'est un peu compliqué de vous parler de mon entreprise sans vous parler de mon parcours professionnel. Il faut savoir que quand j'ai terminé mon bac, moi, je suis allée dans une école de photographie et en 2 ans, j'ai obtenu un diplôme de praticien photographe pendant lequel j'ai pu passer un CAP photographie. J'ai travaillé en tant que photographe et retoucheuse pendant 2 ans dans une entreprise de prêt-à-porter pour enfants. À la suite de cette expérience professionnelle et après une rupture conventionnelle, j'ai décidé de créer ma propre boîte en tant que photographe. À ce moment-là, j'étais à Montpellier, donc j'ai été rattachée à tous les organismes qui sont au sein de Montpellier. Et la première étape que j'ai effectuée pour me dire, bon là je veux me lancer dans une autre entreprise, qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher comme information? Comme je venais de quitter ma boîte, j'avais droit au chômage, vu que c'était suite à une rupture conventionnelle, c'était quelles aides j'avais le droit suite à une création d'entreprise. Donc clairement, les aides au lancement d'entreprise, il y en a quelques-unes et il faut bien sûr aller voir tous les détails parce que c'est en fonction de ton statut, de ton âge, il y a plein de choses qui rentrent en compte et je vous invite à aller voir les updates parce que ça a forcément évolué depuis. D'ailleurs, ça a évolué depuis janvier 2020. Moi, j'avais pas les mêmes droits avant, c'est-à-dire en 2016. Comme j'étais au chômage et que j'avais cotisé pour le chômage, je pouvais bénéficier de l'ARS. L'ARS, c'est une aide à la création d'entreprise qui te permet de recevoir tes droits au chômage, enfin 45% de tes droits au chômage en 2 fois. En gros, c'est une aide financière pour le lancement de ta boîte. Et ensuite, ça, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entreprise et qui y ont droit. J'ai eu droit à l'ACRE. C'est une exonération partielle des cotisations sociales. Et c'est à peu près la première année d'activité de ta boîte. Donc j'ai lancé mon entreprise en 2016 et grâce à l'aide au lancement de l'entreprise, j'ai pu travailler, faire beaucoup de shooting, tout type de travail en photographie, retouche, backshot, mariage et autres activités photographiques. Et j'ai décidé de reprendre mes études en octobre 2016. Pendant mon précédent travail, j'avais pu toucher à des domaines d'activité qui n'étaient pas forcément liés à l'image, qui étaient plutôt liés à la mise en ligne de l'image, le site web. Et c'est grâce à, on va dire, cette petite expérience et cette petite découverte que je me suis dit pourquoi pas me lancer dans des études digitales, chef de projet, qui sont liées à tous les nouveaux métiers qui allaient arriver à cette époque-là. Tout au long de mes études, j'ai pu apprendre plein de choses. Donc j'ai fait une passerelle qui m'a permis de faire une remise à niveau en tant que chef de projet et j'ai pu toucher à plein de choses.
L'avantage de mon cursus, c'est qu'en fait, il m'a vraiment appris à me débrouiller, à aller chercher les informations dont j'avais besoin. Et tout était lié à la communication, à l'image et à la mise en avant. Et en fait, mon travail photographique m'aidait beaucoup parce que j'avais déjà l'idée de qu'est-ce que c'était l'image dans une entreprise, comment elle pouvait être utilisée pour mettre en avant une boîte et tous les bénéfices que ça pouvait apporter et à quel point c'était indispensable. Et le fait de devoir se débrouiller et de développer donc des qualités, je faisais de tout et n'importe quoi ce qui était lié au web. Mon Instagram, à la base, il était personnel. Et petit à petit, en fait, j'ai appris à l'école que si tu avais un sujet qui t'intéressait et que tu dédiais un compte, il fallait te mettre à fond dedans, faire du contenu qualitatif avec des images de qualité, être présent régulièrement. Donc c'est grâce à mes études que j'ai lancé un compte dédié aux plantes. Plus tard, comme on nous a appris à lancer un site web, à le gérer, à le mettre à jour, l'expérience et l'exercice d'écriture aussi était très important parce que dans le web, il y a aussi des gens qui sont payés pour écrire. C'est la nouvelle dépêche ou les nouvelles informations en fait du web, c'est devenu très vite d'ailleurs normalisé alors qu'avant ça ne l'était pas. Et du coup, l'exercice d'avoir un blog, donc à ce moment-là, j'ai créé mon blog, c'était pour l'école en fait. C'était vraiment un exercice parce qu'on me disait, si tu as un sujet qui t'intéresse et que tu veux travailler dessus, crée-toi un petit site, ça coûte pas grand-chose. Au moins, tu l'alimentes régulièrement, tu fais des recherches, tu apprends à écrire. Et l'écriture, c'était un truc qui m'avait toujours plu. Alors, j'ai pas de très grande capacité en français, je suis même assez mauvaise à l'écrit, je fais pas mal de fautes. Et pour autant, c'était quand même un truc parce que comme je parlais de sujets qui m'intéressaient, j'avais vraiment envie de développer ce côté-là. Et d'ailleurs, si j'avais pu faire d'autres études à l'époque, alors j'étais entre le sport, la photo, et il y avait vraiment un truc autour du journalisme et de l'écriture qui me plaisait beaucoup. Mais comme j'avais beaucoup de lacunes, je m'étais dit, je vais pas partir dans ça parce que c'est sûr, ça va peiner à un moment, quoi. Donc j'avais déjà un petit pied à terre sur Instagram, j'avais déjà reçu quelques giftings d'entreprises, donc c'est des produits qu'on t'offre pour les mettre en avant. En dédiant mon compte Instagram aux plantes, je me suis pas dit, je vais créer du contenu pour gagner de l'argent. Le but en soi, c'était pas d'avoir un métier et de créer des choses pour pouvoir être rémunéré suite à ça, quoi. Et c'était marrant parce que du coup, autour de moi, on faisait des exercices à l'école dans lesquels on devait avoir un sujet ou du moins un thème et développer des réseaux sociaux autour de ça, créer une image, créer un site web. Donc on a essayé avec des copines, je sais qu'on a lancé un truc où on essayait de partager un petit peu nos trouvailles personnelles et pour autant, tout le monde du groupe n'était pas forcément investi et c'est là où je me suis rendu compte que moi, ça me plaisait et que, en fait, au lieu d'attendre que les autres le fassent avec moi, autant que je lance un compte dédié à quelque chose qui me plaisait. À l'époque, c'était les plantes. Et du coup, je me suis lancée un peu de mon côté, toute seule, sur ça. Et j'ai développé cette communauté que vous êtes aujourd'hui. D'ailleurs, YouTube, à l'époque, n'était pas du tout prévu. Même si, avec des copains, j'en parlais, parce qu'en fait, c'est un peu la suite logique quand tu as une communauté et que tu aimes bien l'image. Parce que pendant mes études, j'ai pu faire quelques vidéos promotionnelles, j'ai même fait un petit court-métrage. Et du coup, j'avais un petit peu touché à la vidéo, mais le fait de se mettre face à une caméra, c'est quand même une autre démarche. Même si j'ai fait des conférences où il fallait parler, j'ai fait des présentations, donc tu te retrouves tout seul devant une assemblée qui t'écoute et qui est présent. Donc c'est encore pire, je trouve, de faire une présentation en réel. Et là, le fait de le faire devant la caméra, ça a mis un petit peu de temps à fleurir dans ma tête. Et c'est venu un peu plus tard. Tout ce qui est au niveau de la création de contenu, le fait d'être photographe, c'est forcément une plus-value parce que c'est un travail, j'ai fait des études pour ça, donc j'ai un professionnalisme qui est pas négligeable autour de ça. J'ai pas de suite eu l'idée de me dire, je comprends pas pourquoi je travaillerais gratuit, autant que je fasse payer les entreprises. Et c'est notamment grâce à Marion Botanicol, je la remercie encore énormément, qui m'a dit « Je vois pas pourquoi tu n'es pas encore passé à des prestations rémunérées parce que ton travail il est bon et tu apportes quelque chose aux marques. » Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant mes études, j'ai été dans un cursus qui était professionnel, donc j'ai fait une remise à niveau et après j'étais en alternance. Et pendant mon alternance, j'étais responsable communication d'une entreprise. Et pendant cette alternance, j'ai pu aussi toucher plein de thèmes autour du marketing et notamment autour du marketing d'influence. Donc je connaissais un petit peu les finaux du métier, on va dire, parce que j'étais de l'autre côté. Donc j'étais la personne qui contactait les influenceurs pour travailler ensemble et mettre en avant la marque pour laquelle je bossais. Je sais un petit peu comment ça se passe du côté entreprise et c'est vrai que quand tu es de l'autre côté, il y a toute une question de légitimité. Est-ce que tu es légitime à pouvoir proposer ce genre de prestations parce que tu as une certaine image, une certaine communauté? Donc c'était tout un travail de confiance en soi en fait à créer finalement pour pouvoir se dire là je suis prête
il est temps que je fasse payer mon travail. Car l'influence, c'est un métier. Précédemment, tu as pu vraiment cravacher pour créer du contenu de qualité, proposer des informations qui sont intéressantes, qualitatives. Sur mon blog, à l'époque, j'étais vachement plus active que maintenant parce que du coup, j'ai plein d'autres choses à côté. Je faisais vraiment beaucoup de recherches, donc j'apprenais énormément et je partageais tout ça. Du coup, c'était des ressources qui étaient disponibles gratuitement sur une surface, comme YouTube d'ailleurs. Et à aucun moment je m'étais dit pourquoi je ne rémunérais pas la chose. Et bien sûr, j'ai commencé comme tout le monde, quand tu as une petite communauté, on t'offre des produits, tu les testes, tu en parles. Et il faut savoir que c'est grâce à nous, en tout cas quand tu choisis en tant qu'entreprise de passer par des influenceurs, que tu crées une communauté de confiance parce qu'une entreprise aujourd'hui maintenant, il y a toute la clientèle, mais la clientèle fait partie d'un grand groupe, ça a toujours été le cas. Mais aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir les informations d'un client qui est mécontent ou content sur les réseaux sociaux. Et avec le temps, la confiance, tu crées la notoriété, tu sais en fait tout le travail que tu as parcouru précédemment et c'est là où tu te sens un petit peu plus légitime à proposer des prestations rémunérées. Ensuite, pour venir à YouTube, c'est un peu venu comme ça, sur la table. Alors certes, je savais qu'il y avait peu d'entrepreneuses qui étaient dans ce milieu-là. Il y a des nanas qui se lancent sur YouTube pour le kiff et je respecte totalement ça. Et moi, j'ai un peu fait ça, bien sûr pour le kiff, pour partager encore via un autre média que le blog et Instagram. Et c'était un challenge personnel. Jusqu'à maintenant, j'avais jamais eu de problème à me présenter en public et à parler devant une assemblée. Et même mes premières vidéos YouTube, c'est des vidéos où on ne voit pas. Parce que être présent à un moment, à un instant T et puis partir, tu vois, on te remet pas ton visage. Là, c'est sur Internet à vie, donc ma tête et mes expressions et tout ce que je raconte, c'est inscrit sur le web pour toujours, on va dire. Donc c'est quand même une autre démarche de confiance, je trouve, et je respecterai énormément et je respecte énormément tous les gens qui ont envie de se lancer dans un projet comme ça parce qu'il faut beaucoup de confiance, d'énergie et de cran, je trouve, de courage pour passer le cap. Et aujourd'hui, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis salariée, donc je cumule plusieurs activités. Je suis salariée dans une entreprise, je suis à mon compte en tant que photographe et je crée du contenu pour les entreprises. Donc je gagne de l'argent via tous ces statuts et je gagne aussi un petit peu d'argent via YouTube. Mais je ne pourrais pas vivre seulement avec mon activité personnelle. C'est parce que je suis salariée et d'ailleurs salariée dans un contexte qui est spécifique, c'est-à-dire que je ne suis pas à temps plein, ce qui me permet d'avoir du temps à côté pour pouvoir créer tout le contenu que je vous propose. Donc en gros, pendant mes temps de repos, moi je travaille pour mon entreprise et je mets en avant tout le contenu que je peux vous proposer sur les réseaux sociaux. Ok, je pense que cette grande partie va se terminer. Maintenant, on va passer à vos questions. Alors, la première question, c'est comment gères-tu ton couteau suisse ? Parce qu'effectivement, comme je vous disais, j'ai plusieurs statuts. Je suis salariée, je suis auto-entrepreneur en tant que photographe et en plus de ça, je crée du contenu. Finalement, c'est une question d'investissement. Quand j'ai quelque chose qui me plaît, je m'investis à 100%. Et j'apprends d'ailleurs tous les jours, je ne suis pas du tout parfaite. J'apprends au fur et à mesure qu'il faut que je m'organise. J'ai un travail qui me prend beaucoup de temps et surtout beaucoup d'énergie, je trouve, physique et mentale. Donc j'essaie de gérer, on va dire, un petit peu mon planning en fonction de mon travail qui est principal, parce que c'est mon activité principale. Donc c'est ce pour lequel je donne le maximum. Et quand je termine mon travail, je rentre à la maison, je me repose et je passe aussi du temps à m'organiser pour ce deuxième côté, cette deuxième casquette, qui est créatrice de contenu et photographe quand j'ai des contrats avec des entreprises pour être photographe. Donc on va dire que c'est toute une organisation de temps. On n'a rien sans rien. Donc en gros, quand tu veux faire quelque chose dans ta vie, il faut te donner les moyens de le faire. Et en t'organisant, tu peux tout avoir. Tu peux avoir l'entreprise que tu veux, tu peux avoir le temps de créer ton propre business à côté et tu peux prendre le temps d'avoir une vie sociale et de passer du bon temps avec tes copains. As-tu une entreprise avec plusieurs activités ou une dédiée à une activité en particulier ? Mon activité, c'est d'être photographe et tout ce qui est création de contenu, c'est tout à fait lié à l'image. Il n'y a pas de séparation entre les deux activités parce qu'à partir du moment où je crée du contenu pour une entreprise, ma plus-value, c'est que de toute façon, il y a de l'image à l'intérieur. Par exemple, quand je fais un article dédié pour une boîte, il y a des photographies qui sortent de ce projet. Quand je mets en avant une entreprise sur les réseaux sociaux, il y a de la photographie qui est en jeu. Donc c'est toute une stratégie visuel qui est créé, donc il n'y a pas de choses distinctes, tout est dans le même bateau parce que tout est lié à l'image. Déclares-tu toutes tes activités de la même façon ? Donc je viens de répondre oui, bien sûr. Est-ce que tu anticipes les potentielles pauses, maladie, retraite ?
Comme je le disais juste avant, comme je suis salariée, je n'ai aucun souci de ce côté-là parce que tout est pris en charge par mon entreprise, comme je suis salariée. Donc je n'ai pas de problème de ce côté-là. As-tu une activité mixte, salarié et à ton compte? Si oui, y a-t-il des démarches différentes? Accord de l'employeur, obligation de prévenir. Donc oui, j'ai 2 activités et en aucun cas tu as l'obligation de dire à ton employeur que tu as une activité à côté. Je pense que c'est une question de respect mutuel. Si tu as envie d'en parler, tu en parles. Et de toute façon, tant que ton auto-entreprise ou que ton projet personnel n'empiète pas sur ta vie pro-salariale, il n'y a aucun problème, je pense. Combien de temps prennent les démarches? C'est très très long. Ça prend des mois. Tout était lié avec Pôle emploi et Pôle emploi, c'est un enfer sur terre. Le nombre de fois où j'ai fait des allers-retours pour déposer un papier, 2 papiers, ils mettent des semaines à lire le truc, ils te répondent que non, c'est pas valable, qu'il manque un petit mot là. Franchement, c'est très très compliqué, c'est très très long. Il faut aussi avoir un petit peu de courage pour se lancer dans ce genre de démarche parce que c'est très long. Rien que par exemple le changement de domicile, ça a pris des mois et des mois rien qu'entre 2 adresses entre Montpellier. Et là, quand j'ai déménagé à Lyon et que j'ai fait la démarche de changer juste mon entreprise de lieu de vie, ça a pris des mois et c'est vraiment préhistorique. Il faut tout faire par papier, il faut tout renvoyer par papier. C'est très long. L'administration française, c'est très long. On m'a demandé si j'avais été accompagnée pendant mes démarches. En fait, la Chambre des métiers de l'artisanat, elle propose une formation pendant 3-4 jours pendant laquelle tu te retrouves avec d'autres artisans qui vont créer leur boîte. Et c'est cette institution qui te propose la formation, qui est même obligatoire, je crois. Et pendant 3 jours, on va parler de toutes les démarches, les astuces, les tips, comment ça se passe, quelles aides tu as droit. Donc finalement, c'est un stage de 3 jours, c'est très très peu pour un lancement d'entreprise, je trouve. Et finalement, c'est pas du tout, c'est pas complet. Donc peut-être que j'aurais pu être aidée par des associations, mais à l'époque, on s'est un peu lancé dans le bain, je dis on, parce que ma mère m'a beaucoup accompagnée, mais pour autant, à aucun moment Pôle emploi m'a expliqué comment il fallait que je fasse, m'a conseillé. Ils m'ont juste dit, vous savez, quand vous terminez un cursus et que vous retournez à Pôle emploi, il y a cet entretien-là que vous devez passer obligatoirement avec quelqu'un, et en gros, parler avec lui de vos projets. Et si j'étais pas arrivée en mode, j'aimerais lancer ma boîte, le gars il aurait dit d'accord, écoutez, cherchez un travail madame et après vous vous débrouillez. Donc lui il m'a juste sorti les aides auxquelles j'avais droit et après il m'a lâché dans le bain toute seule et il m'a dit voilà, faut que vous alliez à la Chambre des métiers de l'artisanat, vous dites que vous voulez faire ça et bye quoi. Accompagnée, non, je ne pense pas que j'ai été accompagnée, c'était même tu sautes dans un bain que tu ne connais pas, tu as peur de faire des erreurs au niveau des démarches et rien que le petit stage ça m'a rassurée un petit peu, mais j'étais un peu en mode bon, d'accord, je sais plus quel âge j'avais à l'époque, je crois que j'avais 20 ans ou 21 ans, je veux lancer ma boîte, j'y comprends rien aux démarches administratives et je suis toute seule quoi, il n'y a personne qui est là pour t'aider. Si tu fais des erreurs, t'appelles les gens, ils sont vraiment pas sympas, ils sont pas tous là pour t'aider, donc la seule chose que j'ai pu faire c'est me rendre à chaque fois à la Chambre des métiers de l'artisanat pour trouver des réponses à mes questions. Et là, il y avait des gens qui étaient totalement disponibles à répondre, mais tout seul dans ta maison, tu n'as aucune aide. Donc non, je n'ai pas vraiment été accompagnée, quoi. Connais-tu le slowpreneuriat? Eh bien, suite à ton message, je suis allée voir ce que c'était et ça va un petit peu lier ta question à la question qui est juste après, qui est quelle est ta vision du travail? En fait, moi, le slowpreneuriat, comme c'est une deuxième activité, mon activité auto-entrepreneur, je ne comprends pas le fait d'être plus smooth dans son activité parce que de toute façon, ce n'est pas mon activité principale. Je peux comprendre, quand c'est ton activité principale, tu as toute une question de stress, de revenus, de vie à devoir combler parce que tu as, y a des charges, hein, chaque mois tu as des charges à payer pour pouvoir vivre. Mais comme je suis salariée à côté, j'ai une sécurité qui est pour moi non négligeable parce que je sais que de toute façon, même si à la fin de ce mois-ci je ne gagne rien en tant qu'auto-entrepreneur, je vais pouvoir vivre. Sur ça, c'est un fait. Ma vision du travail à moi n'a rien à voir avec le slowpreneuriat. Je comprends le concept, mais c'est pas du tout ma vision de travail à moi. Ma vision de travail à moi, c'est quand j'aime quelque chose, je m'investis à 100%. Je prends le temps de faire les choses et pour autant, ça un peu lie le slowpreneuriat parce que je sais très bien quand j'ai besoin de me reposer et que mes deux activités sont un peu liées, mêlées, mélangées, tout ce que tu veux. Je sais que quand je rentre d'un événement et que je suis très fatiguée, je m'octroie une demi-journée ou une journée de repos, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas penser au projet que je vais lancer le lendemain. Donc en fait, comme moi j'ai besoin que ce soit dynamique, que ça bouge tout le temps, que chaque projet soit différent, que rien ne soit identique à chaque fois, c'est pas du tout ma vision à moi de la vie de l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, il doit se bouger les fesses,
il kiffe se bouger les fesses, il faut qu'il apprécie ça, il faut qu'il apprécie avoir des projets différents, il faut qu'il apprécie faire le caméléon, changer, parce que c'est un projet qui est censé te tenir à cœur et t'alimenter en fait. Moi, tant qu'il y a de la création, de l'indépendance, c'est vraiment des choses qui sont à 100% en accord avec mes valeurs. Et c'est pour ça que moi, j'aime pouvoir créer parce que c'est tout ce qui m'apporte du plus, quoi. Et c'est ce que m'apporte l'entrepreneuriat, c'est cette petite boule de nouveauté, de je sais pas ce qui se passera demain, est-ce que je fais des démarches pour aller trouver des projets qui me plaisent à moi, est-ce que je vais démarcher les entreprises, est-ce que je vais me battre pour expliquer qu'il y a un prix derrière ma prestation, mais c'est parce que j'apporte ceci et cela, et c'est grâce à ce travail-là que vous allez pouvoir développer votre entreprise. Ben, c'est tout ce qui touche à la débrouillarde que je suis, je pense. Voilà, c'était une vidéo un peu large, complète. Peut-être qu'il y aura encore des questions après cette vidéo parce que bien sûr, tout ce qui est administration sur les démarches pour pouvoir lancer son auto-entreprise, je ne serai pas à même de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez les poser en commentaire, mais si vraiment vous cherchez des informations spécifiques, renseignez-vous sur internet. Il y a vraiment plein de sites qui sont sources d'infos, qui peuvent vous aider si jamais vous avez un projet comme celui-ci. Je ne peux qu'encourager l'entrepreneuriat parce que je trouve que c'est archi beau de pouvoir développer un projet qui t'est personnel et pour lequel tu as envie de te battre et de gagner de l'argent grâce à ça. Donc c'est vraiment très inspirant, je trouve, de faire ça. Après, je respecte totalement les gens qui n'ont aucune âme entrepreneuriale. C'est vraiment chacun fait en fonction de ses envies, de son tempérament. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'attends tous vos retours en commentaire. Quand je peux mélanger les choses et vous parler d'expérience personnelle, c'est avec plaisir. Merci beaucoup et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!